Bienvenue dans le débat de France 24. C'est l'une des frontières les plus hermétiques de la planète. Depuis bientôt 30 ans, l'Algérie et le Maroc se jaugent, s'opposent sans aller pour autant jusqu'à s'affronter. En tout cas, le dialogue cette fois semble bien mal parti. En rompant de manière abrupte hier ses relations diplomatiques avec Rabat, Alger a choisi la manière forte. Pour quelles raisons et avec quelles conséquences ? On va en débattre avec ici même à mes côtés en plateau Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de Géopolitique de l'Algérie et de Géopolitique du Maroc, pour faire bonne mesure. Merci d'être avec nous. Merci. Également parmi nous, Sadek Agi, journaliste indépendant. Bonjour. Face à nous, Alik Bouklef, également journaliste en direct d'Alger. Bonjour. Ali Bouklef, vous allez être avec nous dans un instant, me dit-on. On va partir à Alger d'ailleurs, retrouver Faisal Metaoui pour France 24. Faisal, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Faisal, c'est donc ce qu'indiquait dès hier le ministre des Affaires étrangères d'Algérie. Le royaume marocain n'a jamais cessé ses actions hostiles envers l'Algérie. À quoi fait-il allusion ? Le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Mamra, a détaillé un peu ce qui s'est passé déjà depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, en rappelant qu'en 1963, des troupes de l'armée royale marocaine ont tenté d'envahir certaines régions d'Algérie et il a annoncé pour la première fois d'ailleurs le chiffre de 850 morts côté algérien. C'était à l'époque, on appelait ça la guerre des sables. Ce chiffre n'avait pas été annoncé auparavant et il a rappelé que malgré les efforts fournis à la fin des années 60-70 avec le traçage des frontières qui était problématique après l'indépendance de l'Algérie et la convention de bon voisinage, le Maroc a rompu d'une manière unilatérale les relations diplomatiques en 1976, avant que ces relations reprennent en 1988 à l'époque avec la relance de l'Union du Maghreb arabe. Et puis tout récemment, il y a eu toute une succession de déclarations. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé que le représentant du Maroc à l'ONU a exhibé une carte parlant de l'autodétermination d'une région d'Algérie qui est la Kabylie, puis aussi les déclarations, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase, les déclarations du ministre des Affaires étrangères d'Israël à Rabat qui avait déclaré que l'Algérie était une source d'inquiétude en raison de ses relations avec l'Iran. Cela a été d'ailleurs confirmé aujourd'hui à travers une déclaration faite à l'AFP par des sources anonymes à Tel Aviv par rapport aux relations de l'Algérie avec l'Iran, et tout ça est considéré comme des actes d'hostilité de la part de l'Algérie, d'autant plus que le ministre des Affaires étrangères algérien a rappelé que déjà à l'époque, avec une convention signée avec le Maroc, il était question de trouver une solution au dossier du Sahara occidental. C'est la forme du discorde entre les deux capitales. L'Algérie considère la question sahraoui comme une question de décolonisation, gérée d'ailleurs par la commission 4 de l'ONU. Des actes d'hostilité, Faisal, renforcés, attisés, si vous me passez l'expression, par les feux qui ont ravagé une partie du nord de l'Algérie dernièrement et derrière lesquels Alger voit la main de ces groupes soutenus, d'après Ramdan Lamamra, par Rabat. Oui, Ramdan Lamamra parle de documents. Il dit que les autorités algériennes détiennent des documents prouvant la relation entre le MAC, qui est un mouvement qui réclame l'indépendance de l'Algérie, et Rabat, et également une organisation islamiste qui était donc un héritier, si vous voulez, une organisation héritière de l'ex-fils islamique dissous, qui a été donc dissous en 1992. Et donc pour Front islamique du salut. Absolument. Il s'agit donc d'un soutien qui est apporté à ces deux organisations qui sont classées terroristes, et le Haut Conseil de sécurité qui s'est réuni récemment a décidé d'arrêter tous les membres de ces deux organisations en Algérie et à l'étranger. Donc c'est pour ça que l'Algérie parle d'actes d'agression et d'actes bien sûr d'hostilité, en ajoutant bien sûr la question de logiciels d'espionnage israélien Pegasus que le Maroc aurait utilisé pour espionner l'Algérie. Certains responsables, cela a été rapporté par des journaux internationaux. Merci Faisal Metaoui, voilà pour la position d'Alger. Direction à présent le Maroc. On retrouve le correspondant de France 24 sur place, Jean-Marie Lemaire à Rabat. Jean-Marie, on a réagi côté marocain dans un communiqué. On dit regretter cette décision qui est qualifiée d'injustifiée de la part d'Alger.
Oui, oui, tout à fait. On réagit hier soir dans un communiqué, assez tardivement d'ailleurs, en regrettant la décision qui est qualifiée d'injustifiée, mais qui était attendue quand même. On pense quand même qu'il y a des raisons qualifiées par Rabat qui sont des prétextes fallacieux, voire absurdes. C'est vraiment bien précis. On ne comprend pas la réaction de l'Algérie. Bon, incontestablement, le Maroc a toujours été pour le dialogue avec l'Algérie. C'est pas avec un refus de relations diplomatiques, à mon avis, et l'avis surtout des autorités marocaines, qu'ils arriveront à trouver une solution pour le Sahara, parce que le fond de l'affaire, c'est bien le Sahara qu'on appelle ici le Sahara marocain, mais qui est effectivement le Sahara occidental. Alors le Royaume souhaite, dans un communiqué, le Royaume avait bien indiqué également qu'il voulait rester un partenaire crédible et loyal pour le peuple algérien. Donc la main est toujours tendue, la porte n'est pas fermée. Et puis au niveau de la population, là, c'est l'incompréhension totale, parce qu'il faut dire que les Marocains, dans l'ensemble, sont plutôt pour l'Algérie et pour la réouverture des frontières. Les réactions de la population, elles reflètent vraiment l'incompréhension, surtout après le fameux discours qui a eu lieu à la fête du trône, donc le 31 juillet dernier, où le roi n'a pas hésité à parler de l'Algérie comme d'un pays frère. Donc on ne comprend pas ces réactions, on ne comprend pas non plus ces accusations concernant ces incendies en Kabylie, puisque le Maroc avait proposé son aide avec deux avions qui étaient prévus justement pour aider l'Algérie, mais l'Algérie a refusé cette aide directement. Donc il y a vraiment une incompréhension, mais effectivement, et encore une fois, le Maroc est pour le dialogue, il a toujours tendu la main, et dans plusieurs discours, donc on ne comprend pas vraiment l'attitude de l'Algérie aujourd'hui. Une volonté délibérée des autorités algériennes donc de rompre les relations diplomatiques. Voilà ce qu'on semble penser du côté du Maroc, où l'on tend la main au peuple algérien, présenté comme un partenaire crédible et loyal. Autrement dit, on contourne les autorités algériennes. Merci Jean-Marie Lemaire. Quand on observe les déclarations qui ont été faites pourtant ces derniers temps, Sadek Haji, on ne peut que s'interroger, parce que c'est vrai ce que disait il y a quelques instants Faisal Metaoui, l'une des raisons aussi de l'agacement montré aujourd'hui par les autorités algériennes, c'est cette note de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU dans laquelle il estimait que le vaillant peuple kabyle mérite de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. N'y a pas là une incitation très claire au séparatisme, en réalité, qui semble faire son œuvre auprès d'une partie de la population kabyle, en tout cas à inciter ce mouvement? Je pense que c'est une réaction de la part de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, une réaction à une agression qui est permanente pour le Maroc concernant le Sahara. Vous savez très bien que le Maroc considère l'attitude de l'Algérie par rapport à cette question comme une agression permanente. Donc c'est une réaction, même si je peux la considérer... Est-ce qu'il n'y a pas un appel au séparatisme de la Kabylie, quand même, à travers ces déclarations? Je peux la considérer comme excessive. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour parler au nom de quelqu'un, mais j'observe que c'est une réaction par rapport à une attitude ou à une politique permanente depuis 1974. Le problème, c'est que le ministre des Affaires étrangères algérien n'a pas cité que cet alibi-là, que ce prétexte-là. Il en a cité plusieurs. Il a considéré que le Maroc n'a jamais cessé d'être hostile à l'Algérie depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est quand même un peu fort de café, si l'on peut dire. Donc pour vous, ce soutien affirmé par l'ambassadeur marocain à l'ONU au mouvement séparatiste en Kabylie, c'est tout simplement la contrepartie du soutien d'Alger au Front Polisario, en gros, au Sahara occidental. C'est une réaction par rapport à cette attitude qui pose un vrai problème, un problème sérieux au Maroc certainement, mais à toute la région. À l'Afrique du Nord et au bassin méditerranéen en général. Maintenant, les éléments que l'Algérie avance pour expliquer ou justifier la rupture diplomatique avec le Maroc ne tiennent pas debout. Accuser un pays voisin d'être derrière les incendies qui ont ravagé l'Algérie, c'est quand même fort comme accusation. Accuser un pays voisin de soutenir des mouvements que l'Algérie considère comme terroristes, c'est quand même dangereux quand vous accusez un pays voisin. Il n'y a aucun lien avéré entre le Maroc et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, parce que c'est celui-là qui est visé par les déclarations algériennes. Oui, mais si l'Algérie veut poursuivre un pays qui soutient le MAC, c'est la France d'abord. Parce que vous savez très bien que toute la direction du MAC habite en France, vit en France. M. Farhat Manni est un résident en France. Il n'y a même pas 3 jours,
à Bastille, j'ai vu une manifestation organisée par le MAC, une manifestation publique, ce n'est pas une manifestation secrète. En tout cas, le MAC organise des manifestations pratiquement tous les dimanches en France. Donc, ça ne tient pas la route. L'Algérie considère deux mouvements, le MAC et Rachad, le mouvement Rachad, comme des mouvements terroristes, et considère que le Maroc soutient ces deux mouvements. Alors qu'il y a le MAC dont la majeure partie de sa direction réside en France, et Rachad, son dirigeant fondateur, réside à Londres. À Londres, oui. Donc, un mouvement islamo-conservateur, pour ceux qui nous regardent. Si l'Algérie considère que tout un chacun qui est proche de ces mouvements est susceptible de voir les relations diplomatiques... Il faudrait s'en prendre, en gros, au gouvernement français et britannique. Bien évidemment. Enfin, la logique veut que ça soit ainsi. Puisque jusqu'à aujourd'hui, aucun élément tangible n'est entre les mains du gouvernement algérien qui prouve qu'il y a une relation entre le Maroc, le MAC et Rachad. Ali Bouklef, votre réponse concernant à la fois les liens présumés, en tout cas par Alger, du Maroc avec le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, avec le Rachad, ce mouvement islamo-conservateur basé à Londres, et puis aussi la responsabilité présumée du MAC dans les incendies qui ont détruit le nord du Maroc. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste préciser quelque chose d'extrêmement important, c'est que lorsque monsieur parle de comparaison entre le Sahara occidental, le dossier que je connais personnellement, parce que moi-même j'ai été au moins 3 fois dans les camps de réfugiés à Tindouf, et la Kabylie c'est au moins de la mauvaise foi, sinon... attendez, on écoute Ali Bouklef, vous répondrez après. Allez-y Ali Bouklef. Il n'y a absolument pas de comparaison à faire entre ce qui se passe en Kabylie, parce qu'il n'y a absolument pas de revendication populaire pour l'indépendance. Il y a un mouvement effectivement qui est actif, dont les activistes sont essentiellement à l'étranger, notamment en France, un peu au Canada, un peu ailleurs, et un peu de petits groupes de militants qui se trouvent en Kabylie, qui sont d'ailleurs pourchassés par les services de sécurité, et une question de décolonisation qui est inscrite sur le tableau de bord des Nations Unies depuis au moins 1961, c'est-à-dire lorsque ce territoire était sous occupation espagnole. Après, il y a eu l'occupation marocaine en 1975, ce que vous appelez chez vous la marche verte, qui est en réalité une occupation d'un territoire étranger. C'est une question de décolonisation qui d'ailleurs dans les cartes officielles des Nations Unies est rayée et n'est pas considérée comme territoire marocain. En Kabylie, il n'y a absolument pas de guerre, il n'y a pas de groupe armé qui réclame l'indépendance de la Kabylie. Néanmoins, aujourd'hui, Alger accuse, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, Alger accuse Rabat de soutenir activement ces groupes, en l'occurrence le MAC. Oui. Pourquoi ne pas s'en prendre de la même manière à la France ou au Canada, où vous venez de le dire, un certain nombre de ces activistes sont basés ? Je n'ai pas de réponse sur cette question-là. Ce sont les autorités sécuritaires et politiques qui gèrent ce pays, cette situation. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement algérien. Néanmoins, je peux vous dire que ce que disent les autorités marocaines et ce que dit l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies est complètement faux, n'existe pas. Je suis un enfant de cette région. Je connais très bien une bonne partie de ces militants-là qui étaient avec moi à la fac. C'est beaucoup plus un vent de colère qui traverse certains militants de cette région qui ne sont pas contents par la politique menée par le pouvoir central, mais n'a jamais été question d'indépendance comme certains le prétendent. Mais je reviens un peu sur l'origine de ce conflit, de cette affaire, parce que la vraie raison, c'est que c'est surtout la lettre qu'a envoyé l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies à certains pays de ce qu'on appelle le groupe des non-alignés, où il parle de l'indépendance du peuple kabyle. Les autorités algériennes ont demandé aux autorités marocaines des explications précises au lieu, et ça n'a jamais été fait, ça ne s'est pas fait. Le roi du Maroc a fait un discours le 20 août pour tendre effectivement la main de manière diplomatique à l'Algérie, mais 3 jours après, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, avec lequel l'Algérie n'entretient aucune relation, vient au Maroc pour formuler des menaces pratiquement claires envers l'Algérie, pour dire que l'Algérie est un danger, que ce que fait l'Algérie est dangereux. Il parle même d'un axe algérien qui n'existe absolument pas. La preuve, c'est que l'Algérie n'a pas de relation particulière avec l'Iran. Bien entendu, il y a eu d'autres déclarations des autorités marocaines bien avant. Et puis, il faut dire une vérité, ce que monsieur ne dit pas, c'est qu'il y a un fait accompli. Les relations algéro-marocaines n'existent pratiquement plus au niveau diplomatique depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Les Marocains, la seule chose qui les intéresse actuellement, c'est l'ouverture des frontières. Alors que du côté algérien, on a toujours dit, les autorités ont toujours dit qu'il y a des conditions à cette ouverture. Pour que l'ouverture ait lieu, il faut discuter, il faut se réunir autour d'une table. Ça, c'est jamais fait. L'ancien ministre de l'Intérieur marocain, dans une interview à un média français il y a quelques années, il disait même
que malheureusement, il n'y a absolument aucune coopération entre l'Algérie et le Maroc. À cela, il faut ajouter un détail très important qu'on n'avait pas cité. Pardon, vous aurez le temps de poursuivre dans la deuxième partie de ce débat. On va quand même laisser Kader Abderrahim réagir à son tour. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la mauvaise foi de la part des autorités algériennes dans ces accusations? Est-ce qu'il y a bien une responsabilité du Maroc qui a peut-être joué avec le feu aussi en soutenant, ou en tout cas donnant l'impression de soutenir, y compris à travers cette fameuse note de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie? Parlant de ce représentant du royaume du Maroc aux Nations Unies, c'est pour le moins maladroit. C'est pour le moins maladroit parce que d'abord c'était inutile et on imagine que la réponse algérienne aurait pu être celle de, alors que les événements du Rif avaient eu lieu 3 ans auparavant, on réclame. Nous proposons un référendum d'autodétermination pour les Berbères du Rif. Donc, si on entre dans ce genre de débat, effectivement, c'est toute la région qui va être déstabilisée parce qu'il y a des questions singulières, à la fois sociales, culturelles et politiques, qui n'ont pas encore été réglées et qui trouvent à peine, depuis 10 ou 15 ans, un début de commencement, vous voyez, je vais très loin, de dialogue, notamment par la reconnaissance de la culture berbère, de la langue, etc. Mais c'est inutile. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que le représentant marocain a commis une maladresse. Deuxièmement, mauvaise foi, je ne sais pas. Je ne fais pas de procès d'intention. Mais je pose une question. En tout cas, c'est un procès d'intention qui est fait au Maroc. Alors, est-ce qu'il est fondé ou pas? C'est la question qui se pose. Et je reviens sur votre question à propos de l'Algérie. Est-ce que c'est... Il n'y a pas de procès d'intention, mais je pose une question. Quels sont les éléments que l'Algérie détient pour accuser le Maroc d'être responsable des incendies et des feux de forêt qu'on a observés pendant le mois début du mois d'août en Algérie? La responsabilité du MAC est-elle avérée? Je suis incapable de vous répondre. Je suis incapable de vous répondre. Mais s'il y a des éléments, et si l'Algérie en possède, alors il faut les porter à la connaissance de tous, de manière à ce que chacun puisse se déterminer et avoir une opinion rationnelle et non pas être dans la passion ou l'émotion. Et on va en reparler dans un instant. Reprise du débat dans moins de 2 minutes. On donnera la parole évidemment à nos invités. Les tensions algéro-marocaines au cœur du débat de France 24, deuxième partie, avec toujours à mes côtés Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de Géopolitique de l'Algérie et Géopolitique du Maroc. Avec également Sadek Haji, journaliste indépendant à mes côtés, également avec nous depuis Alger, Ali Bouklef, également journaliste. Sadek Haji, on va peut-être remonter quand même aux sources de ce conflit algéro-marocain. Alors, on pourrait évidemment remonter à l'indépendance en 1962, mais peut-être dire un mot tout de même, parce que c'est cette fameuse marche verte lancée par Hassan II pour la conquête du Sahara occidental, qui aura aussi pour conséquence de voir la République arabe sahraoui démocratique proclamée par les indépendantistes du Front Polisario et soutenue par l'Algérie, et consécutivement la rupture, une première fois, des relations diplomatiques en 1976 entre Alger et Rabat. On n'a toujours pas réglé cette question aujourd'hui. Finalement, ce sont les conséquences de ce conflit qu'on paye encore aujourd'hui. C'est le vrai problème. Il n'y a pas un autre problème. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment périphérique par rapport à la question essentielle, c'est la question du Sahara. Et je pense que ce qui a poussé le pouvoir algérien, le gouvernement algérien, de rompre ses relations avec le Maroc, c'est parce qu'il n'arrive plus à expliquer ou à convaincre l'opinion publique algérienne, surtout la jeunesse, de l'appui qu'il apporte au Polisario. C'est une question qui est devenue épineuse pour le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien n'arrive plus à convaincre. Depuis un certain temps, il y a des voix qui s'expriment au sein même de la direction du FLN pour dire que cet appui n'est plus explicable pour le public. Pour quelle raison? Quel est le prix à payer pour le public algérien? Parce que le Polisario ne peut pas vivre sans l'appui militaire, matériel, politique, diplomatique du gouvernement algérien. Le Polisario n'existe pas en dehors du soutien, tout le soutien du pouvoir algérien. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé par le pouvoir algérien, et ça maintenant, la jeunesse algérienne commence à l'entendre, commence à le voir. Et ils n'arrivent pas à comprendre le discours unificateur du Maghreb et en même temps le soutien d'un mouvement séparatiste. Ce sont là, pour le moins,
il y a là, pour le moins, une position contradictoire, sinon paradoxale. Comment voulez-vous contribuer à l'unité des peuples maghrébins alors que vous êtes en train de raviver des tensions en ajoutant un État, un pseudo-État dans une région qui n'en supporte plus aucune division. Donc, cette histoire du Sahara, c'est le vrai problème, le vrai concert qui pose un problème au Maroc et à 100 millions d'habitants du Maghreb. Quand les Algériens parlent du peuple sahraoui, etc., il y a un problème de séparatisme qui est né maintenant et que le Maroc a répondu par une autonomie assez large. Vous dites que c'est l'Algérie qui a alimenté ce sentiment séparatiste ? C'est le cas, c'est frappant. L'Algérie inscrit dans son agenda diplomatique, d'une façon centrale, au cœur de son agenda diplomatique, c'est la question du Sahara. Vous avez entendu notre confrère, l'intervenant de l'Algérie, il n'a parlé que de la question du Sahara. Oui. Alors que si c'était une question vraiment juste d'appui pour des questions idéologiques ou de principe, ça ne serait pas autant avec tout cet engagement-là. Il y a des enjeux stratégiques et des enjeux d'intérêt pour le pouvoir algérien. Une cause centrale au point d'en devenir suspecte. Voilà ce que vous dites à l'instant. Ali Bouklef, que répondez-vous? La cause du Sahara occidental est-elle devenue indéfendable aux yeux des Algériens, notamment de cette jeunesse qui manifeste ou qui a manifesté dans le cadre notamment du mouvement du Hirak? D'abord, je suis désolé de dire que mon ami marocain n'est pas habilité à parler au nom du peuple algérien ni de la jeunesse algérienne. C'est la raison pour laquelle on vous donne la parole. Les Algériens, en grande partie, c'est pas une question. Il n'y a pas de grande divergence sur cette question. Il y a quelques politiques, effectivement, qui se poseraient la question. Il y a même un ancien secrétaire général du FLN qui se réfugie actuellement au Maroc. C'était le seul qui a osé parler publiquement de ce problème en 2013. Mais après, c'est une question qui ne fait pas trop de débat. Pour être honnête avec vous, les autorités la gèrent depuis très longtemps et les autres forces politiques, généralement, n'en parlent pas assez. Donc ce n'est pas, contrairement à ce qu'ils disent, une question centrale. Il n'y a absolument pas de grand débat, il n'y a pas de grand refus sur cette question-là. Vous avez vu les manifestations du Hirak, on n'en parlait pas du tout. Et ce n'est pas une question centrale. Plus que cela, contrairement à ce qu'il raconte, ce n'est pas l'Algérie qui parle de cette question, c'est l'ONU qui parle de cette question. Allez au Conseil de sécurité, allez à l'envoyé spécial des Nations Unies, allez au bureau de la décolonisation aux Nations Unies, posez cette problématique, allez à l'Union africaine où le Front Polisario, la race est membre. Je vais dépasser cette question puisqu'il ne veut pas en parler, puisqu'ils l'ont fait une question centrale. Moi, je vais vous dire plus que cela. Qu'est-ce qui justifierait que Israël, plutôt que le Maroc, puisqu'il prétend que l'Algérie est un pays frère, s'appuie sur un logiciel Pegasus israélien pour espionner des responsables algériens avec d'autres responsables étrangers et des opposants algériens qui sont eux-mêmes opposants aux autorités algériennes. Comment il peut expliquer que le Royaume du Maroc s'appuie sur une puissance étrangère, notamment Israël, qu'il veut ramener dans cette zone pour le protéger? Là, nous avons vu aujourd'hui la déclaration des affaires étrangères israéliennes qui rappelle que les relations avec le Maroc étaient stratégiques et que l'Algérie était leur problème dans la région. Comment voulez-vous que des autorités algériennes, que je ne défends pas lorsqu'il s'agit de questions intérieures et que je critique publiquement ici en Algérie, mais lorsqu'il s'agit de ces questions-là, elles ont complètement raison d'avoir des suspicions lorsque votre voisin vous ramène votre ennemi à vos portes pour vous critiquer. Là, il ne l'a jamais fait auparavant. Il ne l'a jamais fait ni au Caire, avec qui ils entretiennent des relations depuis très longtemps. Il ne l'a jamais fait avec d'autres pays, mais il vient à Rabat pour formuler des menaces à peine voilées contre l'Algérie. Cela a poussé les autorités algériennes c'est normal à avoir peur pour la sécurité du pays. C'est tout à fait naturel et c'est tout à fait compréhensible pour n'importe quel autre pays dans la région. D'autant plus que, comme le prétendent les amis marocains, l'établissement des relations avec Israël, qui relève de la souveraineté des États, n'était pas faite de manière naturelle comme ça aurait pu être le cas pour d'autres pays, mais ça a été fait pour avoir l'assentiment des Américains, notamment du département de Trump, sur l'administration Trump sur l'affaire du Sahara occidental et en contrepartie de lâcher du lest un peu sur la question palestinienne qui est au centre notamment du combat du parti islamiste qui est au gouvernement au Maroc. Donc la question du Sahara occidental n'est pas la seule
qui pose problème au niveau des relations algéro-marocaines. Oui. Il y a aussi la question des frontières. On va évoquer, oui. Si vous voulez, Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ça fait déjà plusieurs choses. Alors, on va peut-être décomposer ces deux aspects, Kader Abderrahim. Tout d'abord, cette question du Sahara occidental fait-elle toujours consensus aujourd'hui en Algérie au sein de la population algérienne et notamment de la jeunesse, ou bien y a-t-il, comme l'a dit Sadek Haji, mais comme le dément Ali Bouklef, aujourd'hui des dissensions sur cette question? Je ne sais pas s'il y a des dissensions, mais au cours de mes très fréquents voyages en Algérie, j'ai jamais entendu personne évoquer cette question, ce sujet du Sahara, hormis évidemment des officiels qui connaissent bien leur bréviaire et qui le ressassent depuis maintenant 40 ans. Est-ce à dire que c'est une question qui ne fait pas débat? Ça n'est pas un sujet de débat en Algérie, non. Ça n'est pas un sujet Les Algériens de se débat. sentent majoritairement solidaires du Polisario aujourd'hui? Non, je dis le contraire. Je dis que les Algériens, je ne sais pas s'ils sont solidaires, encore une fois, mais en tout cas, ça n'est pas un sujet qu'on évoque. En Algérie, il y a bien d'autres préoccupations qui viennent avant. La liste est longue, on ne va pas la faire maintenant, mais en tout cas, ça n'est pas un enjeu pour les Algériens. Autre question, cette fameuse affaire Pegasus, l'espionnage massif de téléphones de personnalités qui a été révélé le 18 juillet dernier par un consortium de 17 médias internationaux. Et il semblerait donc que le Maroc, lui, y ait pris part, soupçonné d'avoir massivement espionné des personnalités avec ce logiciel israélien. Ce qui évidemment laisse planer un certain nombre de doutes. Espionner, pourquoi faire? Espionner qui? Et puis cette collaboration avec Israël. Alors on sait que les deux pays se sont rapprochés dernièrement justement au plan diplomatique. Est-ce que cela fait partie d'un grand marchandage finalement opéré sous l'ère Trump par lequel les Marocains ont obtenu par ce biais la reconnaissance par les États-Unis de leur souveraineté sur le Sahara occidental? Vous évoquez deux choses. Il y a une question morale, comme vient de le dire Bouklef, c'est pas bien d'écouter les autres et c'est pas bien d'écouter aux portes. Mais il y a une question qui domine tout le reste par rapport à Pegasus. D'abord, on n'en parle plus, vous avez vu, c'est passé vite, Puis c'est l'actualité aussi, une vague chasse l'autre. Oui. Maintenant, un peu plus sérieusement, je dirais, c'est le cynisme des relations internationales. Les États ont des intérêts, ils n'ont pas d'amis. On se souvient qu'il y a eu un scandale il y a environ 7 ans où on a découvert que les Américains écoutaient leurs alliés européens, notamment Angela Merkel. Peut-on faire plus alliés et plus proches partenaires des États-Unis que l'Allemagne? Non, peut-être la Grande-Bretagne. Donc, je crois que ce n'est pas pire ce qui s'est fait, qui reste à être démontré également, ce qu'a fait le Maroc à l'égard de l'Algérie, si toutefois c'est confirmé. Le fait que le logiciel soit israélien, est-ce qu'il y a là, je dirais, au-delà simplement de la technologie, un rapprochement diplomatique qui va au-delà, finalement, des liens diplomatiques? Il existe depuis fort longtemps. La proximité existe. Rappelons qu'il y a environ 700 ou 800 000 juifs du Maroc en Israël, qui sont des citoyens israéliens, qui ont joué Il y a eu un premier ministre, David Lévy, qui était chef de gouvernement en Israël, qui est lui-même originaire du Maroc. Il y a eu des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. Il y a déjà eu des relations diplomatiques qui avaient été établies, puis rompues lors de l'affaire de Gaza. Ouais. Donc, tout cela n'est pas nouveau. Et je considère que ce sont plutôt des prétextes. Et l'affaire du Sahara occidental, de ce point de vue-là, dans le rapprochement entre Israël et le Maroc, elle est accessoire ou elle est centrale? Non, elle n'est pas accessoire, évidemment. Mais encore une fois, ça nous renvoie à ce dont je parlais il y a un instant, le cynisme des relations internationales, comme disait mu par les intérêts des uns et des autres. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et le Maroc préserve, protège ou défend ses intérêts. Et les accords d'Abraham, cela participe de cette démarche peut-être cynique, on peut le considérer comme tel, peut-être qu'on peut aussi considérer qu'on défend ses intérêts si l'on se place d'un point de vue strictement nationaliste. Sadek Haji, pour parler crûment, les autorités marocaines ont-elles espionné les Algériens, des dirigeants algériens, des opposants algériens, avec l'aide des Israéliens? Question à $1 million. C'est lui qui le sait. Et comme le disait Abderrahim, l'espionnage fait partie des pratiques détestables pour nos journalistes. Mais courante, c'est ce que vous dites. C'est plus que courante, tous les jours. Tous les jours. Maintenant, il y a une enquête. Jusqu'à aujourd'hui, comme l'a remarqué Abderrahim, c'est que
depuis un certain temps, on n'en parle plus. Le Maroc demande des preuves. Amnesty International, il fait des enquêtes. On verra ce que les enquêtes diront sur ce dossier-là. Maintenant, le vrai problème, c'est sur lequel, pour moi, le plus important, c'est que la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, il a une seule explication. C'est d'abord la situation politique que traverse le gouvernement algérien. Il traverse une situation politique, économique et sociale grave. Pour vous, c'est une manœuvre de diversion, la rupture des relations, pour dire la vérité ? Crûment, comme vous dites. Crûment, c'est ça la vérité. Et que donc, pour à la fois exporter, et ça c'est pas moi qui le dis, tous les observateurs honnêtes le savent, le gouvernement algérien est passé maître dans l'exportation de ces difficultés internes. Quand il ne s'agit pas du Maroc, c'est la France, etc. Je ne reviendrai pas. C'est un problème... Pardonnez-moi, mais est-ce que le Maroc ne paye pas aussi un peu son offensive diplomatique ces dernières années, notamment à destination des pays de l'Union africaine, sur cette question du Sahara occidental, précisément ? Peut-être, tout ça est possible. Mais moi, je parle de l'actualité et de l'événement qu'on est en train de discuter là, c'est la rupture entre les deux pays. Je constate qu'il y a un gouvernement algérien qui traverse une situation politique, des élections qui n'étaient pas aussi, etc., une situation économique... aussi transparente ? Pas aussi, mais en tout cas, une participation quasi nulle, une situation économique, tout le monde sait très bien qu'elle est très difficile, une situation sociale qui est très tendue, tout ça est une vérité. Je ne le souhaite pas, je ne le veux pas, mais c'est une vérité. Et je sais que le pouvoir algérien sait exporter les difficultés internes. Ça, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde, tous les gens qui suivent un petit peu la politique en Algérie savent très bien qu'en général, le pouvoir algérien exporte toutes ces difficultés vers l'extérieur. Et que donc, pour expliquer aux Algériens que non, il n'y a pas que le problème du Sahara avec le Maroc, il y a d'autres problèmes avec le Maroc, on revient à 63, 64, à 76, etc. Il a fait toute une liste, M. Lamamra, hier. Et dire que l'Algérie n'a jamais interféré dans les situations politiques du Maroc, c'est un mensonge. Il y a un événement historique qui est documenté, celui-là. C'est en 1973, il y avait des éléments qui sont infiltrés de l'Algérie vers le Maroc pour renverser le pouvoir. Ça s'appelle les événements de Moulay Bouazza. C'est connu dans l'histoire politique du Maroc. Ce sont des éléments qui étaient entraînés militairement, qui était installé en Algérie, dont le leader était connu au Maroc. C'est un leader nationaliste très connu qui est mort maintenant. Mais il y en a beaucoup qui sont toujours en vie. Il y a des écrits, des livres, des articles, des documents audiovisuels sur l'infiltration dont j'ai des amis, même moi, qui sont maintenant toujours en vie au Maroc, qui étaient installés en Algérie et qui ont suivi des entrées. Toute l'opposition marocaine au pouvoir monarchique au Maroc était installé en Algérie dans les années 60-70. Abdelrahim peut-être le sait. Même Ben Barka était un moment en Algérie. Frère Basra, qui était un dirigeant national, était en Algérie. Donc dire que le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, il a toujours eu un problème avec la monarchie au Maroc. Il a toujours une pratique politique qui date de la guerre froide. Il n'a jamais accepté que de l'autre côté de sa frontière, un autre gouvernement avec des choix qui lui sont peut-être contraires et qui étaient un petit peu pro-occidental puisse exister. Ali Bouclet, votre réponse notamment sur cette question de la manipulation finalement aussi par l'Algérie de ces difficultés, en tout cas la volonté peut-être de faire un contre-feu face à la situation politique qu'a traversée l'Algérie ces dernières années et notamment ces manifestations. Écoutez, si on rentrait dans ce débat, on n'en sortirait jamais parce que je peux dire autant c'est du Maroc qui traverse des situations politiques et économique aussi difficile que celle de l'Algérie. Il y a des soulèvements, il y a des militants des droits de l'homme qui sont en prison, qui accusent les autorités de torture, comme il y en a ici en Algérie, aussi des gens qui accusent les autorités d'atteinte aux droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc on ne va pas s'en sortir. La situation en Algérie est connue, tout le monde sait qu'il y a des difficultés économiques, mais ce n'est pas celle qu'on présente ailleurs. Malheureusement, je suis obligé de constater aussi que le langage que tient notre ami est conforme au communiqué des autorités israéliennes aujourd'hui qui demande à l'Algérie notamment de s'occuper de ses histoires et de ses problèmes internes. Cela veut dire que ce rapprochement avec Israël ne peut pas être, comme je l'ai dit au début, c'est ça à mon avis le nœud du problème. Ce n'est pas que, la Maman l'a rappelé hier d'ailleurs, que établir des relations diplomatiques avec un pays relève
des prérogatives ou de la souveraineté des États. Ça, c'est indéniable, personne ne peut discuter. Ça a été le cas avec l'Égypte qui a établi des relations avec Israël. Récemment, les pays du Golfe ont établi des relations avec Israël, mais sans pouvoir et sans vouloir utiliser ces relations-là pour attenter à la sécurité des autres pays. Or que là, un ministre israélien qui vient à Rabat, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, qui vient à Rabat, notre frère en principe, vient lancer sa pierre envers l'Algérie alors qu'il n'a jamais eu de relation ni directe ni indirecte entre l'Algérie et Israël. Cela a été très mal perçu ici en Algérie, a été perçu comme étant une agression de plus. Je ne vais pas remonter dans l'histoire parce que ces histoires-là sont connues, les histoires des interférences notamment et des conflits armés des années 60, la guerre des sables et des années 70, l'affaire Damgala, où malheureusement des jeunes soldats des deux côtés sont morts. Mais je répète que les événements récents qui se sont produits, soit l'affaire d'espionnage, soit l'affaire de rapprochement avec Israël, soit l'affaire de la Kabylie, parce que Abdelrahim parlait tout à l'heure de la question du RIF, on aurait pu aussi poser la question, n'a jamais été soulevée par les autorités algériennes. Du moins, à ce que je sache, il n'y a jamais été question que les autorités algériennes ou des Algériens, de quelque manière que ce soit, interfèrent dans le conflit du RIF ou des Marocains demandent à se séparer du Royaume du Maroc parce que nous considérons que c'est une question interne au Maroc. Les autorités algériennes considèrent que c'est une question interne au Maroc, mais la question de Sahara occidentale est une question dans l'ONU. Le jour où l'ONU va décider, va enregistrer cette question dans un autre registre que celui qui est actuellement, qui lui est attribué actuellement, on en parlera absolument autrement. Probablement, les autorités algériennes, je ne sais rien du tout qu'est-ce qui va advenir à ce moment-là, qu'est-ce qui va advenir de leur position à ce moment-là, mais pour le moment, la question est là. On a oublié de parler des frontières parce que c'est des éléments que contestent les autorités algériennes. Ils savent qu'actuellement, il y a des tonnes, des milliers de tonnes de drogue qui rentrent par ces frontières-là et que les autorités marocaines n'empêchent pas de l'autre côté, qui malheureusement se déversent en Algérie, parfois pour arriver en Europe et aussi parfois pour être écoulés ici. C'est un des problèmes sérieux, et au plus de la contrebande que posent les autorités algériennes, les autorités marocaines, pour refuser l'ouverture des frontières qui semble apparemment être le leitmotiv des autorités marocaines. Merci. Kader Abderrahim, vous vouliez réagir pour terminer ? Oui, je crois qu'il faut sortir de ces débats. Je ne veux pas porter de jugement de valeur, mais on n'est pas dans une cour de récréation. Là, on parle de l'avenir de populations, 100 millions d'habitants aujourd'hui au Maghreb, 100 millions de francophones qui nous regardent. Pas tous, évidemment. On espère en tout cas le plus nombreux, bien sûr. Ce soir, donc c'est extrêmement important. De quoi sera fait l'avenir ? Toute la question tourne autour de ça. Comment on construit l'avenir ? Quel est le projet de l'Algérie ? Quel est le projet du Maroc ? Quelles sont les idées qui peuvent aujourd'hui permettre à ces deux pays d'entrevoir un développement harmonieux, d'abord pour leur population, et ensuite pour leur environnement stratégique. Nous sommes dans une phase de recomposition extrêmement importante dans toute la Méditerranée. Il y a de nouveaux axes, de nouveaux acteurs qui viennent de faire immixtion dans ce jeu. Il n'y a pas que le Maroc et l'Algérie. J'ai presque envie de dire d'une manière caricaturale, c'est accessoire. Moi, je constate en tout cas aujourd'hui que la presse française n'en parle quasiment pas. Quasiment pas. Quasiment pas. C'est quand même en une du Monde. Ça ne fait pas le gros titre le gros titre de l'actualité. Et ça ramène et ça renvoie à la réalité des rapports de force internationaux. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on n'est pas dans un contexte de raviver les tensions. Oui. C'est une région ô combien sensible pour l'Europe et pour le reste de l'Afrique. Et que donc, la meilleure des choses, ça serait d'apaiser et de passer à autre chose et vraiment de mettre entre parenthèses cette histoire de Sahara parce que c'est un poison pour la région, j'en suis certain. Merci Sadek Haji, merci Kader Abderrahim, merci Ali Bouklev qui était avec nous en direct d'Alger. C'est la fin de ce débat. Prochaine édition du journal dans 8 minutes. Restez avec nous sur France 24.